Bonsoir et merci de nous être fidèles. Voici pour commencer cette édition les titres. L'augmentation de la TVA sur certaines denrées de première nécessité et la non-réduction jusqu'ici du prix du litre de carburant à la pompe font des grincements de dents. Certaines centrales syndicales se sentant lésées dans les négociations tripartites se sont fait entendre ce mardi. Et puis, la nouvelle ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts entame une caravane de prise de contact au sein des services relevant de son département. Ce lundi, Christine Sagnon était à la Brigade Verte et à la Direction nationale des Eaux et Forêts. Et puis dans le monde, François Hollande en Inde à l'occasion de l'anniversaire de la constitution du pays proclamée en 1950. C'est une première puisqu'aucune troupe étrangère n'avait jusque-là paradé aux côtés de l'armée indienne. À cette occasion, rappelons tout de même que c'est la 5e fois qu'un président français était l'invité d'honneur de cette parade. Bonsoir encore une fois. La ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts poursuit sa tournée de prise de contact dans les directions relevant de son département. Ce lundi, Christine Sagnon s'est rendue à la Brigade Verte et à la Direction nationale des Eaux et Forêts pour s'enquérir des réalités au sein de ces services. Les préoccupations sont nombreuses. Salou Yombono. Échanger avec les cadres et toucher du doigt les réalités dans ces différentes structures. C'est l'objectif de cette visite de la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Comme l'une de mes priorités, c'est l'amélioration des conditions de travail. Donc je fais le tour pour voir effectivement les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Là où toutes les conditions sont réunies, je crois qu'il n'y a pas de problème, mais là où il n'y en a pas, il faut renforcer. Pour cette deuxième étape, c'est par la Brigade Verte que Christine Sagnon a débuté son périple. Au sein de cette unité de conservation de la nature, la chef du département de l'environnement a échangé avec les responsables de différents projets qui ont attiré son attention sur plusieurs problèmes. Nous avons essayé d'attirer l'attention du ministre sur un certain nombre de problèmes, notamment le soutien qu'il y a lieu plutôt d'apporter aux techniciens de forêt de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ces techniciens de notre capitale sont très bien outillés, contrairement à leurs collègues de l'intérieur du pays. Donc, on a demandé le soutien de Madame la ministre pour aider ces techniciens de forêt dans le renforcement des capacités. Des difficultés qui n'ont empêché ces cadres de réaliser des exploits pour la protection de la nature en Guinée. Dans le cadre du développement durable, des montants sont attendus du PNUD pour avoir accès aux fonds verts. Après la Brigade Verte, c'est la Direction nationale des Eaux et Forêts qui a reçu Christine Sagnon. Là également, les difficultés ne manquent pas. Le jeune corps des conservateurs de la nature qui fait partie des forces de sécurité et de défense FDS est confronté à des problèmes au titre desquels il faut citer le manque de décisions internes et de financement pour la poursuite de la formation commune de base d'environ 4000 cadres agents en situation de service au sein de l'administration forestière. La non-prise en charge des primes et indemnités de l'état du personnel du corps tel que recommandé par son statut. L'insuffisance remarquable des uniformes et équipements. Après avoir sillonné ces endroits, la ministre de l'Environnement envisage. Nous allons essayer de voir comment réveiller vraiment toutes les activités que nous avons là, qu'on avait l'habitude de mener. Notamment, j'ai parlé de réveiller le mois de la forêt guinéenne. L'une de mes priorités, c'est de voir comment former le reste des cadres des eaux et forêts. Parce qu'à ce niveau, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Certains sont habillés, ils sont encore des conservateurs et une grande partie n'a pas eu la chance d'être formée. Donc je vais m'atteler à la recherche du financement pour que tout le monde soit habillé au niveau des eaux et forêts. Des centrales syndicales se mobilisent pour dénoncer leur exclusion dans les négociations tripartites qui seront bientôt engagées avec le gouvernement. Ces négociations concernent la diminution du prix du carburant et la hausse de la TVA sur les denrées de première nécessité. Ces centrales syndicales l'ont exprimé dans un communiqué lu ce mardi à la Maison de la Presse à Koléa. Aïssata Fofana pour les détails.
C'est sur un ton ferme que les 10 centrales réunies en unité syndicale ont fait cette déclaration. Le mouvement syndical guinéen, ONSLG, COSATREC, CGSL, CGTG, CGPOP, UGTG, UDTG, UNTG, CIPOP, ULTG, en unité d'action, vient d'apprendre comme par surprise sur les zones de la RTG le jeudi 21 janvier 2016 de la déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, M. Albert Damantan Camara, relative à la revendication de l'USTG et de la CNTG qui dénote la décision d'exclure 10 centrales syndicales des négociations tripartites et de ne prendre en compte que la revendication de ses amis CNTG, USTG. Eu égard à cette situation, l'unité syndicale dénonce la manœuvre du gouvernement et exige à travers une plateforme revendicative l'application de la flexibilité des produits pétroliers sur le marché national et la finalisation de la grille salariale. Les centrales syndicales de cette déclaration désapprouvent littéralement le compte-rendu du ministre Albert Damantan Camara. Elles demandent 1. L'abaissement du prix du litre du carburant à la pompe à 3500 francs guinéens afin d'alléger effectivement et de façon substantielle le panier de la ménagère. L'arrêt de la campagne gouvernementale de discrimination, de désinformation, d'exclusion et de déstabilisation des centrales syndicales guinéennes. L'ouverture sans condition de négociation inclusive, responsable et tripartite. 4. La finalisation et la prise en charge de la nouvelle grille salariale des agents de l'État, des retraités de l'État dans le budget de 2016 et la valorisation de leurs pensions dérisoires. Elle demande également des mesures d'accompagnement sur les taxes à valeur ajoutée majorées de 18 à 20% qui rentreront en vigueur le 1er février prochain. La TVA, on ne la reproche pas. C'est la façon dont elle est venue que nous avons condamnée, parce que tout simplement on passe de 0% à 20%. C'est trop pour vous et moi qui sommes liés au marché. Ceux qui vont dans les supermarchés, ils se fichent de ça parce qu'ils ont l'argent. Mais le Guinéen lambda, le Guinéen du dernier escalier, ça va parce que même le piment va augmenter. En attendant la prise en compte de ces préoccupations, ces 10 centrales syndicales disent ne pas baisser les bras. Elles comptent, disent-elles, faire recours à toutes les voies légales en vue d'atteindre l'objectif assigné. Le président de la République vient à travers un décret interdire l'importation des véhicules, notamment avec direction à droite, une décision qui suscite beaucoup de commentaires dans la cité. Dans l'émission La Tribune de l'actualité plus de la radio Chérie FM, Bala Moussa Konaté, ingénieur en pont et chaussée, a expliqué les risques liés à l'utilisation de tels véhicules en Guinée. On l'écoute. Avec les véhicules qui roulent avec la direction à droite, pour un sens de circulation à droite, le potentiel accidentogène non négligeable se trouve vraiment renfermé par rapport à ça. Et il faut éviter cela. Lorsque votre direction se trouve complètement à droite, alors que pour dépasser un véhicule, il s'agit d'aller vers la gauche. Vous avez vu toute la largeur de votre véhicule, y compris la largeur du gabarit que vous voulez dépasser, de l'obstacle que vous voulez dépasser, c'est tout un problème. Si Bala Moussa Konaté salue et apprécie l'acte du chef de l'État, cependant, il déplore le manque d'exploitation du bien fondé d'une décision aux citoyens. Suivez. Cette décision qui a été prise ne peut avoir tout son pesant d'or sur le terrain. Et si l'État et tous les autres acteurs qui luttent contre les accidents de la circulation œuvrent de façon constante dans le cadre de l'explication des retombées positives d'une telle décision. Sans cela, il y a eu tellement de polémiques par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui est tombée de façon inattendue et aucun spécialiste, même au niveau du ministère des Transports ou de la Sécurité, n'a pu donner effectivement les causes positives d'une telle décision.
Santé à présent et nous parlerons de la hernie ombilicale chez les enfants, une maladie qui devient de plus en plus une préoccupation de santé publique. Elle se manifeste par une fièvre et un gonflement au niveau du nombril de l'enfant. Selon des spécialistes, si elle n'est pas détectée ou prise en charge à temps, elle peut se révéler fatale. C'est un reportage de Djaou Bachir. Située au niveau du nombril, la hernie ombilicale est une pathologie qui peut apparaître à tout âge. Selon des médecins, elle est causée par le passage d'éléments contenus dans l'abdomen comme les amas graisseux, le péritoine ou encore une portion d'intestin. Elle se distingue dès la naissance par un gonflement au niveau du nombril. Lorsque le cordon ombilical chute, le nombril normal doit être plat. Et si l'enfant pleure, il n'y a pas de gonflement. Par contre, si le nombril n'est pas plat, il a un certain volume, le médecin est bien placé pour savoir si le trou de l'ombilic admet au moins la pulpe du doigt. Si c'est le cas, on peut dire qu'il y a une hernie ombilicale. Cette pathologie se classe en 3 groupes, à savoir la hernie volumineuse, celle moyenne et les petites hernies. Si elle n'est pas prise en charge à temps, selon professeur Ibrahima Baldé, elle peut se révéler fatale. Une hernie ombilicale qui s'étrangle et qui n'est pas prise en charge rapidement, ça conduit à la résection intestinale. Et c'est la résection intestinale, ça peut être une cause de péritonite qui tue le malade. Donc, c'est clair que ce n'est pas n'importe qui doit prendre en charge ces enfants, mais il faut nécessairement les prendre en charge au bon moment. Au-delà de son aspect inesthétique, la hernie ombilicale peut provoquer une gêne, des douleurs et des problèmes digestifs, notamment la constipation. L'Alliance Femmes et Médias, en collaboration avec ses partenaires du mouvement Soun et la société civile guinéenne, était face à la presse ce lundi à Conakry. Objectif, procéder au lancement du plaidoyer des médias guinéens pour la nutrition. Alassane Mabiti Kamara signe ce compte rendu. La Guinée a élaboré en 2015 un plan national de développement sanitaire qui prend en compte la nutrition. Cependant, selon les membres de l'AFEM, le contenu de ce document est par endroits insatisfaisant et révèle la faiblesse des rapports entre les cadres agissant dans le domaine nutritionnel. Pour pallier à ce problème, l'Alliance Femmes et Médias et ses partenaires se fixent pour objectif de relever le défi. Cette journée est l'aboutissement d'un processus qui a été enclenché par le mouvement SON, Scaling Up Nutrition, le mouvement en faveur de la nutrition. Et 53 pays africains sont engagés dans ce mouvement. Et son objectif est que d'ici 2018, qu'on ait moins d'enfants affectés par la malnutrition aiguë. Donc sur la proportion de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée a au moins 40% de cas de malnutrition aiguë. Ramené au niveau national, le chiffre il est moins. Donc vraiment de sensibiliser les populations sur les meilleures manières de se nourrir, d'utiliser nos aliments parce que nous sommes tous conscients que nous avons suffisamment à manger en Guinée, mais le Guinéen s'il ne mange pas le riz, il n'a pas encore mangé. Pour le président du CNOSC, cette initiative vise à rehausser le rôle de la société civile dans la lutte contre la malnutrition, d'où la participation de sa structure. Nous estimons que c'est notre partition. Si on parle de la gouvernance politique, on parle de la gouvernance économique, il faut parler de la gouvernance sociale. Il faut que l'impact des politiques sociales sur les populations les garantisse une meilleure existence et les garantit également aussi une meilleure continuation. C'est pourquoi si les enfants sont malnutris, leur capacité intellectuelle baisse et leur capacité de productivité baisse. Ce qui entraîne une baisse de la productivité nationale dans un pays à économie fragile. Ces risques-là sont des risques qui peuvent paralyser l'évolution du pays vers une croissance économique qui nous permettra de sortir définitivement de la pauvreté. C'est pourquoi le Conseil prend bras le corps ce projet
et il mobilise les autres composants de la société civile pour que la voix des enfants malnutris soit entendue par les pouvoirs publics, pour que beaucoup d'argent soit accordé à la question de la nutrition et que son niveau institutionnel soit rehaussé pour permettre à ce service de jouer tout son rôle dans le cadre de la protection et de la survie de l'enfant et de la femme dans notre pays. Selon l'Alliance Femmes et Médias, les statistiques de la malnutrition chronique sont les plus élevées en Afrique de l'Ouest. Et il était prévu pour 2013 que 759 enfants guinéens de moins de 5 ans soient exposés à la malnutrition et qui constitueraient dans l'avenir un poids en termes de développement économique du pays. Si l'effondrement du prix du carburant ravit les consommateurs, il met en mal les économies des pays producteurs. Pour faire part à cette mauvaise conjoncture, les États du continent ont décidé de réagir ensemble via l'Association des producteurs de pétrole africains. Suivez. Une réforme de l'Association des producteurs de pétrole africains pour ne plus être à la merci du marché international de pétrole. Les pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains réunis ce lundi à Malabo ne veulent plus subir les effets négatifs du yo-yo du brut sur le marché international. Au sein de l'APA, des voix s'élèvent pour que les pays africains producteurs de pétrole trouvent le moyen de régler définitivement le déficit énergétique existant grâce à une meilleure concertation entre les États membres. Mais cela doit aussi passer par une réforme de l'organisation. Une organisation comme l'APA doit être celle qui doit sonner l'alarme. Guinée équatoriale, Gabon, Angola, attention. Les prix sont en train de chuter, il faut prendre des mesures. Malheureusement, notre association n'a pas joué ce rôle. Nous prenons des dispositions pour que cette organisation soit la première qui appuie sur le bouton d'alerte. Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous avons appris que nous sommes à la merci du marché et nous voulons que dans le futur, dès qu'il y ait une chute des prix, que nous soyons mieux préparés. La chute des prix du pétrole se prolonge et s'amplifie et les pays producteurs de pétrole africains s'inscrivent dans une nouvelle dynamique de sécurité énergétique. Elle portera sur la coopération énergétique entre les États, mais visera aussi à atteindre la transition énergétique qui permettra de porter un regard sur de nouvelles sources d'énergie. Il faut que nous allons vers les ressources renouvelables qui sont quand même relativement abondantes en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que le soleil est quand même assez abondant en Afrique, l'hydraulique est assez abondante en Afrique, le vent est assez abondant en Afrique, et toutes ces énergies-là justement, très bien gérées, très bien rationnées, peuvent permettre aux Africains de pouvoir consommer significativement donc de ressources énergétiques et permettre justement à l'Africain moyen de pouvoir accéder à l'énergie moderne. Et de façon à un coût moins cher. Créée en 1987 à Lagos au Nigeria, l'Association des producteurs de pétrole africains regroupe 18 États membres. Face à une baisse continue des cours du pétrole, l'enjeu de cette organisation est aujourd'hui d'assurer le leadership pour que son action soit un atout pour ses États membres. Le Danemark reforme son droit d'asile, une loi qui a pour but de dissuader les réfugiés de venir. Une mesure notamment prévoit de confisquer les objets de valeur des migrants pour payer leurs frais de séjour que dénoncent avec force les défenseurs des droits de l'homme. Regardez. Ces réfugiés préfèrent ignorer la nouvelle. Une loi sur l'immigration qui prévoit notamment la confiscation des biens des migrants pour officiellement couvrir les frais de leur accueil dans le pays. Une mesure dont se moquent ces Afghans. Les gens qui viennent ici n'ont rien avec eux. Ils n'ont pas d'argent pour payer quoi que ce soit, même pas pour aller chez le coiffeur. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a 1300 € sur lui. Sinon, il ne serait pas ici. 1300 € ou 10 000 couronnes danoises, c'est ce que le gouvernement veut laisser à chaque migrant. Le reste tombera dans sa poche. Une mesure qui n'est pas la seule à faire polémique. D'un point de vue purement juridique, le point qui pose le plus problème dans cette loi est la limitation du regroupement familial. Le fait que les réfugiés doivent attendre 3 ans avant d'inviter leur famille à les rejoindre. Je pense que c'est une violation des lois internationales sur les droits de l'homme. Des associations de défense des droits humains comptent déposer des recours au Danemark et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, le texte a su convaincre la plupart des partis politiques du pays. Défendu par le parti libéral du Premier ministre,
La nouvelle loi a aussi l'appui des sociodémocrates et des nationalistes. Le message est clair. Si vous voulez venir en Europe, tenez-vous à distance du Danemark. Nous avons défini des règles parce que l'on pense qu'il y a une limite au nombre de réfugiés venant d'Afrique ou du Moyen-Orient et cette limite est atteinte. Le petit royaume de 5 600 000 habitants est une destination peu choisie par les migrants. Seulement 20 000 en 2015. À titre comparatif, la Suède, qui compte elle 9 millions d'habitants, en a accueilli 163 000. Et puis l'actualité dans le monde, c'est aussi la visite d'État de François Hollande en Inde. Il a été d'ailleurs l'invité d'honneur de la parade militaire au cours de laquelle les soldats français ont défilé aux côtés de l'armée indienne. Suivez cette première. Les abords de la célèbre avenue Rajpath, noir de monde. Derrière cette vitre blindée, aux premières loges, François Hollande et Narendra Modi. La parade commence. Et en tête de cortège, devant les militaires indiens, des Français. Ils font partie du 35e régiment d'infanterie de l'armée de terre. Cela fait 10 jours qu'ils s'entraînent pour s'habituer au pas indien, plus rapide. Pendant l'entraînement, on mesurait un petit peu ce qu'on allait vivre, mais ce matin particulièrement, notamment avec l'enthousiasme de la foule, la présence du président et toutes les autorités, l'émotion était vraiment très très forte. Déjà que c'est une grande fierté quand on défile sur les Champs-Élysées, alors en plus à l'étranger et en plus les premières troupes étrangères, c'est absolument incroyable. Car aucune troupe étrangère n'avait jusque-là défilé aux côtés de l'armée indienne un 26 janvier, jour de l'anniversaire de la Constitution indienne. C'est donc lors du République Day que l'Inde a choisi de mettre en scène sa puissance militaire. Armée de terre, marine, armée de l'air, la parade est impressionnante et très colorée. À cheval pour certains, à dos de chameau pour les forces de sécurité des frontières, plus habituées à patrouiller dans le désert. 1h30 de défilé qui s'est clos haut en couleurs. La défense a laissé place à la culture diverse dans le pays. Des chars très fleuris ont défilé derrière une musique très rythmée. Et pour clore ce journal sport, pour parler du Sili local qui tire son épingle de jeu en battant le Nigeria ce mardi sur le score d'1-0 lors de sa 3e sortie des phases de poule du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Une victoire synonyme de qualification au quart de finale. Le résumé du match, c'est avec Moussa Sefa Kamara. Une entame du match poussif côté guinéen avec une attaque de feu qui a déstabilisé la défense des Aigles, accrocheuse et compacte derrière, n'a pu jamais se mettre à l'abri. Un Sili conquérant déterminé pour la qualification au second tour. Une première alerte à la 31e minute d'Alseni Agogo sur une frappe non cadrée. L'équipe nigériane a fini par plier à la fin de la première période avec un but d'école de 5 ans qui libère ses coéquipiers avant de regagner les vestiaires. À la reprise, copie conforme à la première, même engagement avec les poulains de l'AP Bangoura. Une petite frayeur frappe à la case de Abdulaziz Keita, mais en vain. Les Nigérians dominés passent par les ailes pour cueillir à froid la Guinée en y croyant à l'égalisation. Mais c'est sans connaître le mental gagneur du Sili local. Frappe surpuissante sur coup franc du même 5 ans. Le gardien nigérian Ezemoa est obligé de s'étendre pour maîtriser le ballon. Pire encore, la Guinée a assiégé le but de l'adversaire. Coup sur coup, les frappes à la 75e minute, à la 81e et 82e minute, sans oublier le canon nigérian à la 89e minute qui a remué le banc de l'équipe guinéenne, mais non cadré. La qualification en quart de finale est assurée malgré les 2 cartons du buteur guinéen Alseni Kamara Agogo qui sera absent de la partie, sans compter d'autres joueurs à l'infirmerie. Première participation de la Guinée dans cette compétition CHAN, compétition exclusivement réservée aux joueurs locaux. Cette prestation confirme le niveau du championnat guinéen. Cependant, les fans du cuir attendent beaucoup de cette équipe locale de Guinée. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci infiniment pour la confiance et à demain, Inch'Allah.